Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui c'est un débrief que l'on va se faire de la troisième étape de ce Tour de France. On continue des débriefs d'étape du Tour de France le matin, il est vrai, mais on continue sur ce rythme-ci et aujourd'hui on va débriefer cette troisième étape entre Granollers et les Angles, 195 km 900, c'était la deuxième étape la plus longue de ce Tour de France. Ah, déjà qu'il y avait des choses quand même à parler, notamment en termes de public. On le savait, c'était d'Apsy à cause des incendies de forêt dans les Pyrénées-Orientales, notamment l'incendie qui a fait parcouru plus de 4600 hectares, qui était à 70 km de la ligne d'arrivée, faisait en sorte que l'on avait peur que l'étape soit annulée. Et aussi, ça posait des questions par rapport à cela, mais aussi en termes de public, parce que la caravane publicitaire a été détournée et ne circulait pas en France, et par contre, le public n'était pas incité à venir et il y avait surtout un arrêté préfectoral qui faisait que il n'avait pas le droit d'être là. En réalité, ça n'a pas été totalement appliqué. Alors forcément, on va pouvoir dire à certains endroits qu'il y avait peut-être des locaux qui étaient là. Oui, même si après, je le disais dès le début, sur 40 km de course sur le sol français, c'est très compliqué. Vraiment, bah, ça me paraissait quasiment inconcevable que tu n'aies pas la moindre personne de public sur 40 bornes. Alors forcément, tu as ceux qui sont sur des terrains privés. C'est un fait, bon, bah, tu peux y accéder parce que ça t'appartient. Mais bon, dans Font-Romeu, effectivement, tu as quand même beaucoup de monde. Même, oui, dans certains endroits, tu avais du public. C'était pas très étonnant. Par contre, cette étape-ci également, que moi je trouvais assez intéressante parce qu'on pouvait dire une échappée pas aller au bout. Mais bon, il n'y a pas que la distance. Moi, je parlais de l'altitude aussi. Le fait qu'on avait quand même plus de 3900 mètres de dénivelé, 3940 pour un troisième jour de course, et que beaucoup de monde va être à l'avant de la course. Toutefois, ça s'est joué entre les favoris, mais également aussi une chose assez intéressante que l'on a moins parlé, y compris moi. Bon, il y a de la chaleur. C'est le parcours, comment ça a été passé, c'est vrai qu'on a plusieurs ascensions, mais c'était beaucoup d'ascensions roulantes. Parce que bon, on a la côte de Son, Feloud et Codines, oui, mais c'est 8 km de 100 et 4,5% de pente moyenne. Le Colada des Tozes, 9 km 400 à 6,6, même si les 3 derniers km 900 étaient à 9% justement de moyenne. Et là, on a vu quelques différences se faire dans ce groupe de tête. Et le col du Calvaire, c'était 11 km 500, mais à 4,2% de moyenne. Et puis l'ascension finale, c'était 1 km 700 à 6,7% de pente moyenne. Ça a resté quand même aussi une montée particulière parce qu'on ne pouvait pas y faire réellement de différence. Par contre, on a pu voir, en tout cas, on ne pouvait pas vraiment faire de grosses différences par rapport à d'autres adversaires. Surtout, c'était un sprint, même pas réellement en termes de puncher. Et surtout, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait pas mal de virages dans cette fin. Donc, ça faisait limite un sprint sur une étape de montagne. Surtout qu'on avait un maillot vert, Isaac Del Toro, qui avait servi de poisson pilote pour un Tadej Pogacar qui est allé s'imposer. Et moi, ça m'a surpris, comme je pense beaucoup de monde, de voir cette formation UAE rouler, contrôler. Mais l'échappée qui n'avait pas eu beaucoup d'avance. Au maximum, on était quasiment à 3 minutes 20 d'avance. Mais c'est surtout la Visma qui a longtemps contrôlé pour pouvoir garder le maillot jaune. En ce qui concerne Jonas Vingegaard. Alors, du côté de France, on expliquait que Vingord disait qu'il voulait pas, c'était pas l'histoire de garder à coup de coup le maillot, c'était surtout de profiter chaque moment en jeu. Donc, ce qui était effectivement, il le disait quasiment la même chose, mais n'a pas réellement laissé partir du côté de la Bismal The Bike. C'est vrai que l'Amérique Production nous expliquait, oui, le fait de voir peut-être un Vingord s'accrocher au maillot jaune coup de coup, c'était peut-être qu'il était conscient qu'il n'avait pas réellement la chance de pouvoir gagner ce Tour de France. Ou alors qu'on était déjà battu. Mais en réalité, bah, la Visma a laissé assez proche cette échappée. Et bah, la UAE, quand elle a vu déjà que ça a mis quand même 70 km à sortir, mais qu'à la mi-étape, on s'est rendu compte que l'écart était pas si énorme, on s'est dit on va pouvoir jouer la victoire, effectivement. Après, ils ont quand même dû s'employer, parce que l'écart restait longtemps, aux alentours d'une minute 40, une minute 30, notamment à partir du col de Tozès. Surtout cette échappée de 18, où Egan Bernal a eu une crevaison, il ne pouvait pas être à l'avant, donc au lieu d'être 19, on était 18. Mais c'est vrai que cette échappée-ci, elle avait la particularité de moyennement s'entendre. On avait plusieurs équipes à deux coureurs. Alors, il y a eu énormément d'attaques dès le début. Bon, on a eu Molénar qui est parti à l'avant, enfin qui a tenté, tout comme Cornelissen, mais il y a un Mads Pedersen très entreprenant. On avait une attaque de Jean-Philippe au pied de la première ascension. Valentin Papin est passé en tête devant Romo. Mais c'était une décision, surtout dans cette montée-ci. On a vu beaucoup de cassures, notamment il y a eu la chute avec Tobias Foss, mais aussi Lenny Martinez et
tout simplement. Bon, également Mathieu Ricitello qui finit à 36 minutes, tout comme Bruno Armirail. Bruno Armirail qui avait une douleur au genou, surtout bah, quand on tombe de cette manière-ci, effectivement, sur le genou, c'est très douloureux. C'était plus des abrasions du côté de Mathieu Ricitello qui finit quand même très très loin. Il finit dans le même groupe hein, euh, que Armirail, il me semble. Est-ce que je l'ai retrouvé Bruno Armirail dans le classement? Pas forcément, mais même le maillot à poids a été lâché très très tôt en ce début d'étape-ci. Je vais peut-être pouvoir retrouver du côté de la Visma. Ouais. Bruno Armirail finit 169e, mais il finit avec Pastron, Gaguenes et, euh, et Edouard Daffini. Ça aussi, c'est un gros problème pour cette formation-ci, comme il faut le dire. C'est que j'ai pas trouvé, pour une équipe qui a contrôlé, un effectif si dingue que ça, parce qu'on pesait, ils avaient pas voulu laisser partir au tout début. Oui, on les a revus au pied du col de Tozès dans les premières positions, mais c'était réellement juste pour placer Vingord, je pense. On était quand même avec Campenart à ce moment-ci, mais une équipe qui a perdu dès la première ascension du coup on a dit Armirail sur blessure, en tout cas qui a été lâché sur chute, qui a mis un petit peu de temps à repartir, mais surtout Eduardo Affini a été en difficulté très tôt, tout comme Perchrang et Guénès qui étaient dans ce groupe Lenny Martinez, parce qu'après la chute, Lenny Martinez a eu un problème mécanique, donc qui s'est retrouvé dans le groupe où on avait Kevin Vauquelin qui essaie de ramener Arensman également, et Kian Uchtebroek. Mais ouais, assez étonnant. Enfin, étonnant non, mais c'est vrai que cette équipe-ci avait quand même 3 coureurs en moins. On a un Victor Comonard qui est resté longtemps, mais après, Piganzoli, alors il finit 20e de l'étape. C'est pas que j'ai moins trouvé dingue, on a surtout vu un peu Jorgensen rouler. Sepkus il s'est placé au pied de l'ascension. Alors Sepkus, lui, il finit à une cinquantaine de secondes, mais c'est un peu plus loin pour Bruno Armirail. Pas Bruno Armirail, Jorgensen. À 2,49 qui s'est vraiment écarté dans le final de cette étape-ci. Comme Valentin Paris-Peinze d'ailleurs, qui semblait être un peu gêné. D'ailleurs, on peut parler aussi collectif. Du côté de la UAE, on a eu un énorme Florian Vermeersch. Nispuit a eu un problème mécanique, puis il est revenu passer un dernier relais avant l'avant-dernière ascension de la journée. On a quand même eu un Tim Wellens qui était très très fort, qui s'est vraiment plus qu'employé, Tim Wellens, aujourd'hui pour la victoire de son leader. Et un gros jardin qui a fait un gros relais. Pas beaucoup d'Adamiens ou de Brandon McNulty aujourd'hui. Ils ont passé quelques courts relais. Donc je ne vais pas dire qu'on les a économisés, mais en tout cas on les a moins fait rouler qu'hier, surtout pour Brandon McNulty. Voilà, Damien ça fait son court relais, c'est surtout Detto qui a lancé Pogacar. Ce qu'on peut citer aussi, c'est quand même un Alphilippe qui a été un peu en difficulté, qui a été en difficulté aujourd'hui. Quand même, Ben O'Connor aussi. Ben O'Connor lâché dès le col de Tozès. Alors, Romain Grégoire finit très très loin à 20 minutes, hein, mais dans le même groupe, on a quand même aussi, enfin pas très loin derrière, quelques secondes, on a un Ben O'Connor. Ben O'Connor vraiment en grande difficulté, surtout en souffrance. Mais c'est pas étonnant, je le disais, bah, il avait 50 jours de course avant ce Tour de France et surtout sa condition ne faisait que de baisser au fur et à mesure des jours sur le dernier Tour d'Italie. Il nous l'a encore prouvé aujourd'hui, c'est vrai que ça a été assez compliqué, c'est pour ça que je pensais capable de jouer le maillot à poids, mais c'est vrai que là il est en très très grande souffrance. Kevin Vauquelin aussi, hein. Kevin Vauquelin lui finit quand même à 13 minutes aujourd'hui, mais souvent lâché sur ce début de Tour de France où il est en grande souffrance. Du côté de la Tudor, on a quand même eu Michael Stewart qui était en échappé, mais Stewart n'a pas été capable de suivre Raoul Gassapana parce que Pierna a relancé dans le col de Tozès. Euh, Verchet a eu du mal à revenir, même si c'était en compte. D'ailleurs, on peut quand même saluer le très gros travail de la Total Energy parce que la Total ont été quasiment dans tous les coups. Ils ont tenté d'être à l'avant à plusieurs, notamment il y avait Joris Zelbov ainsi que Matteo Verchet qui était quand même en très grande condition. Peut-être qu'avec ses capacités physiques, sa pour de vitesse, ça pourrait être intéressant l'état du sel pour lui. Mais c'est vrai que du côté de cette formation, on a vu des coureurs voilà, qui ont été très offensifs. Je m'attendais à un Jordan Gigat peut-être à l'avant. Alors, il pourra tenter aujourd'hui de nouveau. Mais c'est vrai que j'ai trouvé Verchet assez intéressant. Alors, Van Meekeren est d'abord revenu sur lui, puis sur Olga Sapiana. Et puis, on a eu derrière un contre de Alex Baudin avec Nicolas Prodhomme ou encore George Bennett. Surtout que ce groupe-ci, bah, c'est vrai que. Alors, on avait Pedersen qui a explosé assez tôt. Mauro Schmidt et Luc Plapp étaient à l'avant. Mais c'est vrai que Luc Plapp et Mauro Schmidt, c'était assez dur également pour eux. Il faut quand même le dire. Ces deux coursiers ont craqué assez tôt. Alors, est-ce que c'est parce qu'on se disait l'échappée peut pas aller au bout? Parce qu'au tout début, on se disait oui, Alex Baudin pourrait être maillot jaune et c'était possible. Et surtout, il a été quand même très très fort aujourd'hui, Alex Baudin. Il prend le maillot à poids et le dossard du plus combatif. Et moi, ce que je veux retenir également, voilà, je l'ai dit, c'est qu'à un moment, ils étaient un peu à une trentaine de secondes selon l'écart GPS, voire légèrement plus. Et puis ils ont relancé, ils ont été capables de revenir. Et c'était lui, Prudhomme, les deux plus forts de l'échappée. Alors il y avait quand même Bennett aussi qui est revenu sur eux, avec eux. Mais il a relancé dans le col du calvaire
où il était vraiment très très fort. Avec Nicolas Prudhomme, après il s'est relevé, il a pris des bidons pour ses coéquipiers. Du côté de la Decathlon, forcément, Echitolo n'était plus là. Alors, dans le final, bon, Prudhomme s'est accroché quand quand on est revenu sur lui. Et puis, il a surtout vu un rythme imposé par. Enfin, non, plutôt, on avait Aurélien Parvan qui était encore là, qui essayait de replacer Paul Cézanne au pied de la montée finale, tout comme Tige Benoît. Donc, on avait quand même encore trois coéquipiers dans le final. Peut-être qu'on aurait des bonnes sorties pour cette formation des Decathlon CMA CGM. Pas que pour prendre un coup d'avance pour avoir un équipier sur lequel Sexas pourrait remonter. Après, en termes de collectif, on peut. Bon, Bernal qui était encore présent. Alors, j'en ai déjà parlé dans l'étape d'hier, mais Pitcock, c'est vrai qu'il finit 16e à 18 secondes. Il a craqué dans le final. Mais comme hier, j'en parlais au niveau de la dernière ascension du château de Montjuic, bah, il n'a pas été très très bien positionné au pied de la montée finale. Il était assez loin. Le Britannique. Donc, assez compliqué de sa part sur cette étape-ci. Il faut quand même le préciser. Enfin, compliqué dans le sens où bah, il finit avec Iguita et Bernal. Il perd quelques secondes précieuses sur une ascension comme celle-ci qui peut le convenir. On est sur un final, oui, punchy, où on peut avoir besoin d'explosivité forcément pour faire Enfin voilà, besoin d'explosivité parce que c'est une montée, voilà. Bah, par exemple, Pogacar, c'était son type d'effort, mais déjà la veille, si on regarde sur l'étape 2, Thomas Pidcock, il finit dans le top 10, hein, il finit 10e. Mais déjà, Barcelone, il finit, oui, à 3 secondes dans le groupe Sexas mais assez mal positionné, y compris alors qu'il y avait la descente qui est quand même un de ses terrains de jeu, où il aurait pu tenter de revenir. Est-ce que c'est quelques limites? Après, peut-être qu'il est moins performant en punch aujourd'hui, parce que, et c'est ce que j'en sais, mais également la même production aussi, c'est le fait qu'il a dû progresser en montagne pour, bon, quand il finit 3ème sur Volta, même si j'ai sur la Volta, bah, son problème c'est que lui, c'est les longues journées où on a beaucoup d'enchaînements de cols qui peuvent être difficiles pour lui, surtout en 3ème semaine, donc il pourrait potentiellement craquer, sauf s'il a énormément progressé. Mais j'ai trouvé un Pitcock assez limité aujourd'hui. Jordan G4 a été quand même assez intéressant. Lenny Martinez aussi, je voulais surtout parler de Lenny Martinez, parce que le Français qui avait été souvent, bah, je le voyais dans le col de Tozès, un peu dans la dernière position du peloton, notamment au moment où Romain Grégoire a distancé, mais il était accompagné de Tibéri. Tibéri finit à 42 secondes, mais Tibéri était équipier aujourd'hui de Lenny, qui est toujours dans les 10 premiers du général. C'est quelque chose à citer quand même pour Lenny Martinez, parce qu'il voulait pas perdre beaucoup de temps. Il est encore présent dans la conversation pour finir bien placé au classement général de ce Tour de France. Surtout qu'on a quand même une hiérarchie où il y a pas mal de coureurs qui finissent pas si loin que ça. À moins de 2 minutes ce soir, on a 33 coureurs, certes, enfin 34 à Yves Valentin qui sont à moins de 2,15. Mais pas mal d'équipiers dedans. On a un Guillaume Martin qui perd un peu plus d'une minute, Yanis Vazar une 22. Et surtout un Kane Brook qui perd la minute accompagné par Castro. Mais il a encore eu un coup de chaud, Kane Brook. Ce que je pensais, c'est aussi produit. Alors oui, il avait des crampes lors de la première étape, ce que je n'avais pas dit dans le débrief, parce que pour moi, c'était surtout un coup de chaleur, parce qu'il ne la supportait pas. Et là, on a encore vu, dès la première ascension, il est quand même revenu. C'était assez intéressant de sa part. Mais voilà, il a craqué dans le final. C'est pas forcément trop son terrain. Est-ce qu'il était en forme trop tôt ou alors juste, c'est la chaleur qui l'empêche après lâcher sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il faisait quand même un résultat intéressant, 7ème au classement général, mais c'est une possibilité pour lui. Déjà, sa Volta en 2021, mais est-ce que c'était pas le moment où il avait des problèmes justement de circulation sanguine qui l'avait handicapé? Ramsès De Bruyne aussi qui finit à 48 secondes, qui était présent pour l'Alpecin Première Tech. Mais ouais, puis Gandoli, Sapkos qui était là, mais on les a trouvés un peu plus cachés, voire distancés pour cette équipe-là d'Avisma, qui était en dessous des effectifs aussi par rapport à la UAE. Alors la UAE voulait la victoire d'étape, c'est la 10ème de Pogacar dans les Pyrénées sur ses 22 succès sur le Tour de France. Mais on le dit aussi souvent depuis ces années, il a mis à position de 10 ans débrief à Otakam l'an dernier. Mais c'était déjà le cas à l'époque, une époque de dopage plus que massif avec Armstrong. Mais c'était surtout le cas aussi avec la Sky. On voulait montrer, à l'époque de Froome, son territoire dès la première étape de montagne. On voulait montrer que t'étais le plus fort. Et ça fait le moral de ses adversaires. Et aujourd'hui, Pogacar a fait comme à Otakam. En tout cas, à Otakam, c'est vrai que il a écrasé la course. Mais là, il a aussi voulu faire un peu une démonstration. En tout cas, récupérer le maillot jaune. Alors que c'est juste l'histoire de, par rapport à Vingord, ne pas supporter que son adversaire l'ait. C'est une possibilité. Mais surtout, les deux équipes ont dépensé beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, la UAE aura le poids de la course. Et ça peut être assez important pour eux. Parce que forcément, d'avoir le poids de la course à assumer sur une journée comme aujourd'hui qui pourrait être casse-pattes. Hein, parce que l'étape du jour, on est quand même sur 180 km 900. Mais avec deux difficultés. Enfin, avec deux difficultés de deuxième catégorie. On est en termes de dénivelé positif sur cette quatrième étape. Sur 2784 mètres. Ça peut être pour Baroudeur. Et une possibilité de changer le maillot jaune. Mais même, imaginons qu'on garde le maillot aujourd'hui si on arrive une arrive en petit comité. Par exemple, si un Pedersen aurait les jambes,
pour passer. Ouais, bah tu seras encore jaune peut-être au Tourmalet, et là tu devrais dépenser l'énergie. Mais un Alex Baudin, ça va être intéressant pour eux parce que au-delà, pour Alex Baudin, de ses capacités en montagne et sur du vélo, on aurait peut-être pu le garder. Alors le Tourmalet, ça aurait été dur pour lui, sauf si on décide de faire, enfin surtout si on décide de faire la différence. Si c'était pas réellement le cas, Alex Baudin, je pense qu'il aurait pu le conserver. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne cette formation-ci, même l'étape du sel aurait pu être très intéressante. Baudin aurait pu le garder par exemple. Et le père seulement Lioran. Mais c'est vrai que du côté de la UAE, Pogacar, je crois que c'est peut-être son 63e jour en jaune. En tout cas, ce serait le 43 Tour de France complet. Il le récupère Jonas Vingegaard aussi pour le moral. J'ai vu passer ça, mais c'est seulement. Et effectivement, j'avais oublié, mais c'est la première fois que Vingegaard perd le jaune. Ça aussi, ça peut compter mentalement, mais surtout de voir que oui, l'effectif de la UE était largement supérieur. En termes d'effectif, quand lui, il avait trois corps qui étaient lâchés, qui étaient à plus de 36 minutes, Pogacar, ils étaient plus que 5, la UAE, ils étaient 8. Alors, 7 au pied du col de Tozès, parce qu'on a Vermars qui a fait un énorme travail qui s'écarte au pied de cette ascension-ci. Mais pendant longtemps, ils étaient 8 quand eux étaient 5 du côté de la Visma. Ça peut compter. Sixième aussi Van den Velde qui a fait une belle étape. C'est vrai qu'on en parle très peu de Van den Velde, mais très intéressant, toujours présent. Après, c'est vraiment sur son type de terrain aujourd'hui. Scalmos perd un peu de temps, tout comme Van Wilder. Mais Van Wilder rentre dans le top 10. Par contre, Rensman perd peu de temps. Benoît était là aussi à 27 secondes. Ça, c'est intéressant pour c'est que ça d'avoir un équipier qui est pas très très loin. Terada qui t'a échappé perd un peu de temps. Mais Lipovic, 7ème, Lipovic qui finit à 4 secondes avec Remco. Où c'est vrai qu'au niveau de la flamme, moi je me disais Lipovic était dans la dernière position du peloton. Et je m'attendais à ce qu'il perde un petit peu plus de temps. Alors forcément, c'est pas le coureur le plus explosif, même s'il a fini deuxième du Tour du Pays Basque. Cette année, il y a quand même une étape de montagne, sur le Tour du Pays Basque le deuxième jour de course. Mais c'est vrai que Lipovic, c'est pas forcément les étapes punchy là où il est le plus fort. Hier, il avait perdu un petit peu de temps. Si on regarde, déjà sur le chrono par équipe, il perd 16 secondes sur M. Evenepoel, mais enfin je dis hier, mais il y a 2 jours, Lipovic il finit quand même à 10 secondes. Là, il finit à 4 secondes. Il était intéressé. Lipovic voilà, est toujours bien évidemment présent pour la bataille au classement général, pour son équipe. Mais oui, il finit même devant Remco Evenepoel qui a pas été en mesure d'aller disputer la victoire d'étape, mais sur le rythme de Del Toro, c'est sûr que là, quand Isaac Del Toro, en tant que poisson pilote, il y a eu très peu de monde qu'on pu suivre, et dès que Pogacar a déclenché, ils étaient plus que 4 réellement à pouvoir envisager la victoire avec Sexas, Carapaz et Vingegaard. Mais Sexas perd 2 mètres très rapidement avec Carapaz, et puis Vingegaard essaye d'être tendanceuse et se rassoit très rapidement. Il essaye dans un second temps de revenir, mais ça n'a pas été efficace. Carapaz qui saute sur la ligne. C'est Xas Carapaz qui est peut-être dans un rôle plus de victoire d'étape sur le Tour de France, mais qui, voilà, sur une arrivée comme celle-ci, punchy, où on a besoin d'explosivité et où une pente de vitesse, un punch sont à mettre en valeur, il est capable de performer et c'est son registre. Il l'a montré aujourd'hui en allant chercher une troisième étape. C'est un candidat crédible au maillot à poids qui pourrait être un objectif pour lui, très clairement. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a été capable de produire. Enfin, en tout cas, d'être capable de. Dans ce final, il était très bon. Il saute, c'est que ça sur la ligne, qui prend pas de bonification. Alors, Johan Essen, j'en parlais, mais Johan Essen, discret dans le sens où on parle peu de lui. Mais c'est quand même le 6ème du dernier Tour de France. Il finit 5ème aujourd'hui. La condition est bonne. Sachant que sur le Tour Waynon-Alpes, il est lâché. Il perd plus de 3 minutes le premier jour. Et avec l'échappée, il revient dans le jeu et il finit 5ème au général. Mais en étant avec les favoris meilleurs que Jorgensen sur chaque jour de course. Pour le moment, Jorgensen est un peu plus discret. On le voit présent dans le final, mais il se relève souvent. Matteo Jorgensen, il perd pas mal de temps. Lui aussi, alors est-ce que c'était du côté de la Visma tactique peut-être, à un moment on voulait perdre le maillot, je sais pas, mais parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup attaquer. On a vu pas mal, j'ai dit Mads Pedersen ou encore, je pense notamment à un coureur du type Degan Bernal, très offensif aujourd'hui. Romain Grégoire a suivi quelques coups, mais même pour la Coupe même DJ United, on a eu un Clément Brazafonso qui était très actif et qui était en échappé. Balderson était à l'avant, mais voilà, ils ont été tous lâchés dans le collège des Tozès. Mais par contre, Colada des Tozès, par contre, c'est vrai que du côté de cette formation-ci, Jorgensen a été très offensif. Alors, est-ce qu'on sait que la Visma adore sur le Tour de France avoir un petit peu de temps d'avance? Est-ce que c'était que pour la victoire étape? Mais ça voudrait dire que Visma aurait été qu'à 3 tours de Vingegaard s'il était à l'avant de la course à ce moment-là. Mais ouais, Jorgensen qui est le premier vraiment équipier montagne à rouler vraiment dans les grimpeurs de cette équipe. Il roule avant Kuss, avant Piganzoli, qui sont quand même 2 corps qui sortent du Giro.
Juan Ayuso, par contre, lui, il finit 10e à 4 secondes. Au niveau de Del Toro, il est toujours deuxième au maillot blanc qui portera pas par procuration de main parce que c'est Del Toro. Attends, au maillot vert, attendez. Oui, Vingegaard ne l'aura pas par procuration. Ça va faire bizarre de voir Jonas Vingegaard en jaune, en vert. Du coup, le maillot blanc sera bien pour Del Toro. Pedersen aussi après les 25 points avant de la course. C'était plutôt bien pour lui, prendre quelques points d'avance sur les autres sprinters. En plus, bah, ils n'avaient pas de points à se disputer au sprint intermédiaire. Et puis Guilherme était aussi distancé, même s'il est revenu à un moment avec Philipsen. Mais plutôt bien pour Mats Pedersen, quelques points d'avance avant l'étape de demain, l'étape d'aujourd'hui aussi qui peut lui convenir. S'il est en échappé ou alors si on a un sprint en petit comité dans le peloton. Et puis c'est que ça, c'est assez intéressant. On a vu quand même qu'il était bien accompagné. On a très peu parlé de lui. Alors moi, quand je commentais, j'en parlais à certains moments. Mais on n'a pas évoqué énormément le corps français. Donc ce qui pouvait expliquer à un moment le fait que tout se passait bien. En tout cas, de ce qu'on pouvait voir. Mais très très bien en ce qui concerne Paul Sexas aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'il perd un petit peu de temps sur l'accélération de Pogacar. Il perd 4 secondes. La veille, il en perd 3, mais c'était surtout à la relance parce qu'il était mal placé. Là, il est directement dans la roue. Il n'a pas eu le jump pour pouvoir suivre. Après, il est l'un des 4 seuls coureurs à finir à 2 secondes du Slovène. Il finit dans le même temps que Vingegaard. Les deux autres sont 2 secondes derrière. Mais il montre que pour le moment, il est en bonne condition. Moi, j'aurais énormément aimé une victoire de Paul Sexas aujourd'hui, vous le savez, enfin, sur cette étape-ci. Et puis Vingegaard, bah, est-ce qu'on peut s'en parler? Non, on perd le maillot jaune, non pas au dixième du contre-la-montre, mais au cumul des places. Vingegaard qui perd ce maillot, donc j'ai dit c'est la première fois qu'il perd ce maillot jaune par rapport à Tadej Pogacar. Voilà, le Slovène est allé chercher sa 22e victoire sur le Tour de France. Sa première cette année, c'est également la plus rapide pour lui sur un Tour de France parce que 2020 c'est la 9e étape, la 5e en 2021, en 2024 c'est la 6e et 7e étape. 2023 il faut attendre la 6e également. Et donc 2024 la 4e tout comme l'an dernier. Donc effectivement victoire d'étape la plus rapide pour Pogacar sur un Tour de France dans l'ordre des étapes. Démonstration en tout cas bien pour s'appeler le moral de ses adversaires parce que c'est sur une démonstration sur un sprint où il met quand même 2 secondes à tous ses adversaires. Mais c'est un sprint où, au moment où il déclenche, tout le monde se rassoit. Donc, gros travail de Del Toro, mais quand un Isaac Del Toro, un mec qui fait deuxième d'un Giro et qui est candidat légitime au podium du Tour de France, parce que vainqueur de l'UAE Tour avec 2 victoires d'étape, vainqueur de Tirreno avec une victoire d'étape et 2 étapes plus le général sur, sur le Tour Réunion d'Alpes. La seule course pas étape pour le Tour qu'il n'a pas gagné, c'est le Tour du Pays Basque, lors duquel il abandonne pour une déchirure musculaire. Mais quand tu as un Del Toro qui te lance, vainqueur d'étape la veille et allemand, sur quasiment une offrande, enfin c'est une offrande que tu lui offres, ça a mis tout le monde dans le rouge et il y a eu très peu de monde qui était capable de suivre à ce moment-là. Del Toro qui finit 9ème d'étape, mais un Pogacar dominateur sur cette étape-ci. Alors le tour est encore long, surtout quand il fait de la canicule et qu'il faut rappeler que on est seulement au 3ème jour de course, il peut se passer encore beaucoup de choses. On peut voir des craquantes, mais pour le moment, en tout cas, il envoie plus qu'un message clair à ses adversaires où il montre, écoutez les gars, on savait qu'il était dans la forme de sa vie, en tout cas, qu'il était plus fort que jamais Pogacar au départ de ce Tour de France. Bon, Vingegaard le disait aussi, mais là, Pogacar, on a la confirmation qu'il est dans un excellent état de forme, une excellente condition physique. Il vient le démontrer face à Jonas Vingegaard qui a montré quelques limites. Oui, non, mais parce qu'il perd de secondes, oui, mais c'est pas sur un effort qu'il apprécie. Lui, c'est les longues ascensions, la chaleur également, mais aussi l'altitude. Alors, s'il n'a pas perdu des capacités en altitude avec sa chute sur le Tour du Pays Bas, c'est une possibilité. Mais en tout cas, pour Jonas Vingegaard, qui n'a pas eu de contre-temps jusqu'ici, cette saison, même si voilà, il était tombé en pré-saison et qu'il il n'avait pas été sur le Tour, contrairement à ce qu'il avait prévu, il n'y a pas eu les 3 mois sans course. Il perd le maillot jaune, que Pogacar récupère. On sait que c'est sa seconde peau. Forcément, il a envie de l'être en jaune sur ce Tour de France-ci. Il sera maillot jaune, mine de rien, sur un 6ème Tour de France en carrière sur les 7 derniers. Mais voilà, comme je dis, c'est un peu une démonstration. Surtout, il montre sa force. Et sur une arrivée pour Puncher, en tout cas, quand je dis pour Puncher, c'est vrai que c'est un effort punchy, monté d'un kilomètre 7 à 6,7% de pente moyenne. Mais voilà, il a montré encore un peu plus son territoire, qui est en très grande condition. Et ça, fallait le voir. Et il nous l'a démontré encore un peu plus aujourd'hui. Après, surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il avait fait rouler son équipe très très rapidement. Qu'on use un Tim Wellens, qu'on use un gros Chardner. Également, qu'on mette beaucoup à profit un Florian Vermeersch qui avait déjà un peu roulé la veille, tout comme Nix Polite. Alors, il reste quand même un McNulty ou un Yes qu'on m'a roulé.
McNulty la veille, il fait quasiment 2 tours complets à Barcelone. Adam Yates a moins roulé hier, hein. Enfin dans l'étape présente, il fait surtout un peu la côte du château de Montjuic. Et aujourd'hui, il fait un court relais comme McNulty. Enfin aujourd'hui, j'ai pour l'étape 3, donc c'était hier. Mais attention du côté du Slovène, à pas cramer des coéquipiers sur un Tour de France qui sera long, où certains coureurs pourraient avoir des forces qui vont manquer en deuxième ou en troisième semaine à force de les avoir fait rouler. C'est une possibilité. Mais oui, honnêtement, il a essayé de saper le moral de ses adversaires sur cette étape-ci, montrer surtout son territoire, montrer qu'il était le plus fort, mais on est sur un registre qui lui était très favorable. Une arrivée comme celle-ci, peut-être qu'une ascension plus longue, avec de l'altitude et des fortes températures, ça pourrait être plus difficile pour lui. Alors, il y aura des montées plus longues jeudi. Du côté de l'Aspin du Tourmalet de Gavarnigène, oui, mais Gavarnigène, c'est 3 km, 18 km, bien 3,8% de moyenne. Est-ce qu'on ne laisserait pas pardon, d'échapper à aller au bout ce jour-là? C'est une possibilité également qu'il faudra prendre en compte. Mais voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu sur ce débrief-ci. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine. Ciao, ciao.